RCN. Le son de la différence. Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN. Et donc avec l'introduction issue donc de cette bande-annonce de Jodorowsky's Dune, donc le plus grand film jamais fait, cela permet donc en fait de rebondir sur un thème qu'on avait déjà utilisé donc l'année dernière. C'était donc sur les films que l'on ne verra jamais, les films inaboutis. Et donc une deuxième version de cette émission donc va apparaître le jour aujourd'hui avec un certain invité du nom de Benjamin. Comment tu vas, Benjamin ? Et salut, ça va très bien. Eh ben, je suis très content de t'avoir pour cette émission. Bah ouais. Et on va parler de films. Alors, ça fait un petit moment que tu n'étais pas revenu, mais je suis très content de te retrouver pour parler cinéma. Et en plus, on va parler cinéma de films qui ne se sont jamais faits. Donc, on va parler un peu des coulisses du cinéma et pour vous montrer à quel point faire un film, sortir un film, c'est une galère. C'est quasiment une césarienne sans scalpel, on va dire guerre, ça comme ça. Oui, bien sûr. Et on va voir donc à quel point déjà de différentes façons les films ne sortent jamais de la bonne version et aussi surtout ne sortent jamais tout court. Et donc c'est bien qu'en termes d'introduction on a donc ce Jodorowsky's Dune. Donc le fameux film Dune de Jodorowsky qui ne s'est jamais fait, où il va y avoir montagne de... Oui, tout, absolument tout. Hein. Les mecs qui voulaient passer de Pink Floyd à Mick Jagger en passant par David Carradine et même encore des collaborateurs artistiques plus ou moins prestigieux comme Giger ou Mobius. Oui. Et là, donc, t'as envie de parler, pour commencer cette émission, en fait, d'un film notamment qui devait être réalisé par Ridley Scott, mais qui a finalement mué avec le temps. C'est bien ça. Alors, c'est ça, ouais. Alors, je vais pas forcément parler d'un film en particulier, mais c'est plutôt de l'obsession d'un homme. Et la morale, ça va être à Hollywood, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se recycle. Exactement. Et donc, c'est pas tant l'histoire d'un film, mais plutôt celle d'une obsession d'un artiste pour sa propre vision. Et on va parler donc, on avait Jodorowsky's Dune là en guise d'introduction, on va parler de H.R. Giger. Donc Jodo nous parlait de il est allé chercher Giger, il est allé chercher les meilleurs esprits. Donc Hans Rudi Giger, né le 5 février 1940, est un artiste plasticien suisse qui a un peu révolutionné l'imagerie SF horreur avec son concept de biomécanique. C'est ça. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un univers assez graphique, sombre, très monochrome, où vont se mélanger du design industriel et de l'anatomie. On va avoir vraiment le mariage des ossements, de la chair, de la machine. Avec le métal. Ouais. Avec le métal, avec une imbrication vraiment presque gothique où va se côtoyer le morbide et le sexuel. Donc c'est quelque chose à voir, mais une fois qu'on a vu une image de Giger, en fait, c'est... tout le monde l'imite, mais personne ne l'atteint, quoi. Et c'est un genre artistique qui a vraiment marqué la pop culture en son entier, et c'est pas seulement dans les films, on a aussi ça dans la musique. Je pense à la pochette de Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer, qu'il a dessiné. On a ça dans le jeu vidéo. Par exemple, assez récemment, il y avait le jeu vidéo Scorn, qui est sorti, qui n'est pas fait par Giger, mais c'est un hommage complet. Pour l'avoir fait, oui. Voilà, à tout son art en fait, parce que tout le design graphique du jeu tourne autour de cette petite patte graphique. Et encore, par exemple, dans le monde du tatouage, tout ce qui est biomécanique, il y a ces espèces de dessins où on va voir par exemple des pièces de métal imbriquées directement dans la chair. C'est un style de tatouage particulier qui est assez populaire. Et donc Giger a vraiment une empreinte colossale sur toute la culture, quoi. Mais le monde du cinéma a toujours eu du mal un peu à reconnaître son œuvre à sa juste valeur. Et donc entre malédiction et mépris, on va faire un peu le parcours de cette obsession pour cette vision graphique. Donc pour ça, on est un peu obligé de revenir sur le Dune de Jodorowsky. J'ai envie de dire, on connaît l'histoire, mais on peut en parler peut-être un petit peu. Oui, alors le Dune de Jodorowsky, donc c'est un projet notamment initié avec le producteur donc Jérôme Seydoux, producteur français, qui donc a proposé donc à Jodorowsky donc d'adapter Dune, enfin de lui choisir une adaptation. Jodorowsky ne savait pas quoi choisir, il a choisi Dune et il a plus ou moins donc fait sa propre version. Il voulait en faire un film extrêmement métaphysique, métaphorique, comme à peu près tous ses films de toute manière, qui est, on va dire, une grosse trip expérience ou LSD. Mais c'est surtout qu'il voulait recréer visuellement ce que pouvait procurer une expérience ou LSD. C'est ça. Et donc Jodorowsky voulait vraiment travailler, collaborer avec beaucoup d'artistes. Donc il avait notamment directement collaboré avec Mobius pour le travail notamment du storyboard. Il avait trouvé donc Giger pour faire l'adaptation
on va dire, des machines, des Harkonnen, donc quelque chose de très graphique, et aussi, par exemple, prendre des acteurs comme plus ou moins expérimentés. Donc, on retrouvait, par exemple, David Carradine d'un côté. De l'autre côté, on avait Mick Jagger. Il avait utilisé son fils pour jouer Paul Atreides. Et notamment, donc, l'histoire avec Salvador Dali, qui devait jouer l'empereur, l'acteur le mieux payé au monde. L'acteur le mieux payé au monde. Il apparaissait juste finalement que 3 minutes, donc ça coûtait que 300 000 francs à l'époque. La bagatelle. Voilà. Mais c'est vrai, donc ce film ne s'est jamais fait, de peur notamment des producteurs américains, car le film coûtait extrêmement cher, bien évidemment, mais aussi surtout, il faut le savoir, donc Jodorowsky est un réalisateur qui est incontrôlable. Donc les producteurs ne voulaient pas du tout collaborer avec lui, et le projet ne s'est jamais fait. Et non seulement les producteurs, mais j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait des dissensions artistiques, même entre... que ce soit Moebius et Jodorowsky, Giger et Jodorowsky. En fait, Jodorowsky s'est mis un peu, pas tout le monde à dos, mais... Avec le temps, en fait, Jodorowsky s'est mué en espèce de... Enfin, il a voulu se muer en gourou, et forcément, le projet s'est un peu cassé la gueule avec ça, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais il reste encore des vestiges de ce tournage, et on a une série de chaises construites et designées par Giger, donc pour justement le trône du baron Harkonnen, et on peut en voir des répliques dans les 2 Giger Bar en Suisse. Il y en a un à Chur et il y en a un à Gruyère. Et Gruyère où se trouve le musée Giger. Le musée Giger. Et en fait, c'est ça. Il y a le bar et il y a le musée qui est adjoint. Et donc, dedans, on a vraiment quasiment toute l'œuvre de Giger. Et le bar en lui-même est designé comme une espèce de cauchemar gigeresque où on est vraiment au centre du délire Harkonnen, mélangeant Alien et tout. Et on a ces fameuses chaises qui viennent du travail préliminaire sur Dune. Et donc le projet capote, mais très vite, donc que ce soit Moebius, Giger, le scénariste Dan O'Bannon qu'on doit citer, ils se retrouvent un peu ensemble parce qu'ils se font un peu prendre au passage aussi par un certain Ridley Scott. Pour faire Alien. Parce que Ridley Scott donc, tombe sur la peinture Necronome 4 de Giger dans les années 70. Qui va être la genèse en fait du monstre Alien, hein, tout simplement. C'est ça. Et il voit ça, il est fasciné, il est tellement fasciné, il prend un avion, il va directement en Suisse. Il va retrouver Giger et à partir de là commence donc une collaboration pour écrire et créer un film qui va être Alien, le 8e passager. Là, j'ai envie de dire, j'ai mis dans mes notes, on connaît l'histoire. Bah oui, on connaît l'histoire. on connaît l'histoire. Hein. C'est un film qui est un peu, quand même, maintenant devenu ultra culte et qui a révolutionné la SF. On a ce design d'Alien avec la bouche dans la bouche. Même tout le cycle de reproduction de l'alien qui est également imaginé par Giger, parce qu'il y a cette espèce d'histoire de sexualité et de violence mêlée dans cette espèce de corps un peu... c'est pas si c'est mécanique. Tout simplement, où l'alien sort de la cage thoracique, hein, déjà c'est ça, le chestburster, voilà. Bien sûr. Et donc voilà, dès c'est quoi, 79 Alien sort, on a une image, et là c'est Giger pète l'écran. Et il se dit que tiens, on va peut-être pouvoir continuer à faire des trucs. En tout cas, Giger, lui, est ouvert à pouvoir travailler dans le cinéma. Et donc, un peu après cette période, on a Jim Uhls, que l'on connaît surtout pour avoir travaillé sur le screenplay de Fight Club, qui écrit un script, Dead Reckoning, qui est décrit simplement comme un alien dans un train. Voilà. C'est ça. Donc si on prend le pitch, c'est dans le Los Angeles du futur, le trafic routier est tellement hors de contrôle que l'État construit un RER du turfu. Et dans ce RER du futur, il y a un monstre cyborg qui vient foutre la zone, et voilà. Donc vraiment du scénar comme on aime. Voilà, c'est simple. Ça reste un film pareil, on est dans un mode huis clos en fait, tout simplement, mais en couloir. Voilà, c'est au lieu d'avoir juste un vaisseau spatial, là c'est plusieurs rames de métro dans le LA du futur. Bon, le script est acheté et Joel Silver prend le train en marche. Alors Joel Silver, on va le rappeler, producteur émérite dans les années 80-90, c'est le papa responsable quand même de ma jeunesse, on va dire, et de la jeunesse de beaucoup, avec des films comme c'est Les Pièges de Cristal, c'est L'Arme Fatale, c'est vraiment toute la grosse action un peu couillue des années 80-90. C'est grâce à lui. Donc il prend le train en marche et à l'époque, donc Ridley Scott sort Blade Runner
et qui est quand même mitigé, on va dire. Oui, parce que le film n'est pas devenu culte instantanément. Il faut le savoir, c'est que le Blade Runner n'a pas très très bien marché financièrement parlant à la base. Et finalement, c'est vraiment à travers quelques années d'errance où Blade Runner a été reconnu à sa juste valeur. Parce que le film, financièrement, fonctionne. Il se rembourse quand même à sa sortie, mais c'est pas non plus un succès immense. Oui, on est sur un, on va dire, une critique très mitigée. Et la critique est même mitigée, voire même presque sale et méchante. Je suis retombé sur un extrait de Métal Hurlant, donc des années 80, et c'est Philippe Manœuvre qui signe cette chronique de merde, qui dit que le film est juste nul et naze, et enfin un truc insipide et vraiment, vraiment nul à chier. Et aujourd'hui, il dirait absolument le contraire, comme un gros hypocrite. Mais ouais, à l'époque, le film ne marche vraiment, vraiment pas, et c'est seulement après, avec la vidéo, avec la VHS, qu'il y a le petit culte un peu SF qui revient, et qui met le film quand même un peu à sa juste valeur, parce que Blade Runner, c'est quand même pas de la merde. Donc, avec tout ce petit monde, parce que Ridley Scott aussi, il est un peu, refaire de l'ASF, il est un peu mi-figue mi-raisin, hein. C'est pas qu'il a pas envie d'y retourner, mais vu le gadin qui se prend, il a quelques réticences. Il y va. Il sait que Giger est là pour faire du design, et pas n'importe quel design, mais pour designer le fameux train. Ah, le train, oui. Surtout le train. Parce qu'il faut le savoir, notre petit Hans Rudy, en fait, il est passionné par les trains depuis sa tendre enfance. C'est un truc qui vraiment l'obsède, et il a surtout parce que quand il était enfant, il faisait beaucoup de cauchemars avec justement un espèce de train biomécanique complètement fou, et ça, c'est une vision qu'il a. Donc il en a fait des peintures, il a mis ça dans son art, mais il voulait lui donner chair, il voulait vraiment le voir en 3 dimensions. Donc il bosse dessus, hein, il y va. Donc quelques années passent, son esprit créatif est pas forcément compatible avec la mécanique de production hollywoodienne, parce que à Hollywood, il y a cette idée un peu du stop and go de oui, attends, prends ton temps, on n'a pas les financements, machin, etc. Maintenant, on y va, et c'est et trop dans tard. 3 mois et demi, c'est bon, maintenant, tu as 2 jours pour faire je sais pas combien d'heures de travail qui sont impossibles à réaliser. Mais bon, lui, il y va, il n'y a pas de problème, hein. Il fonce, parce que de toute façon, il est tellement obsédé par son truc qu'il faut y aller. Dead Reckoning devient The Train, parce que le script est forcément remanié, ils réécrivent des trucs, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, Ridley Scott finit par lâcher l'affaire. Parce que ça prend trop de temps, en fait. Ça prend trop de temps, et ça ne l'intéresse plus trop. Et surtout, il se met sur un autre projet qui est Thelma et Louise. Voilà. Et comme on le sait, Thelma et Louise, c'est le film qui va vraiment le révéler pour de vrai. Oui, qui va même le mettre en fait beaucoup plus en avant, notamment, on va dire, dans la sphère hollywoodienne, dans l'intelligentsia hollywoodienne aussi. Bien sûr, parce que le film il a une vraie réussite, autant filmique que critique, et au niveau du box-office, voilà. C'est vraiment son vrai premier grand film où il y a un réel succès, et c'est ce qui va le propulser jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est pas grave, Joel Silver continue, il tient le truc, il fait allez, on continue. Le film, on va le réécrire encore, il va plus s'appeler The Train, il va s'appeler Isobar, parce que pourquoi pas. Et comment dire, à la fin, ça capote complètement, et Giger est en dehors de l'équation. Voilà. Il recevra aucune compensation pour son travail, parce que de toute façon, c'est Hollywood. Parce qu'il n'avait pas les bons avocats pour parler de financière des fois. Ouais. C'est ça aussi le problème, hein, c'est que je vais en reparler notamment avec le prochain projet que je vais parler là, mais il y a beaucoup de garanties, notamment chez les acteurs, en fait, dans leur contrat, de stipuler en fait, qu'ils sont remboursés pour le temps perdu. C'est ça. Mais lui, il a pas cette chance. Et non. Et donc, après plusieurs péripéties de prod, on a notamment, par exemple, Stallone qui est pressenti pour le rôle principal. On a plusieurs réécritures. Le film est vraiment définitivement abandonné. Giger, en attendant, avait quand même travaillé sur... là, parce que là, on est passé des années 80 aux années 90, hein, donc on imagine vraiment une ellipse temporelle complètement folle. En attendant, il continue son art. Il participe à Alien 3 pour refaire un peu l'Alien. Finalement, le train va exister parce qu'il se fait approcher par Roger Donaldson pour son film La Mutante. Voilà, qu'on va peut-être pas trop retenir. Enfin, voilà, le résultat final, c'est La Mutante. C'est La Mutante, et c'est une scène de 8 secondes qui va lui coûter personnellement $100,000. Et tout ça pour 8 secondes à l'écran, quoi. Donc c'est vraiment le comble de la loose. Et en plus, Giger n'est même pas crédité. Enfin, déjà, en plus, dans Alien Resurrection, faut le dire, il n'est pas crédité comme étant le père du design originel.
Et donc voilà, il est arrivé, il a fait son train, ça a duré 8 secondes dans un film vraiment nul, voire nanardesque. Et voilà quoi. Et c'est ça, c'est un petit peu fini dans l'oubli quoi. Et c'est vrai que ça arrive beaucoup de choses et dans ce genre de péripéties, notamment chez les artistes. Pareil chez Mobius, hein, c'est un grand artiste qui a énormément collaboré, notamment dans la sphère hollywoodienne et qui était très peu mentionné dans les génériques. Alors pour revenir sur autre chose, là je vais parler de quelque chose de très lourd, du très lourd dans les années 90. C'est un projet qui a failli voir le jour et qui aurait pu être, selon notamment les dires des producteurs dessus, peut-être l'un des plus grands films, voire le plus grand film des années 90. C'était le projet Crusade de Paul Verhoeven. Alors, pour revenir un petit peu dans l'histoire, il faut revenir sur le tournage de Total Recall, car c'est dès le tournage de Total Recall en fait que le projet passe un cap, car Crusade était déjà plus ou moins écrit notamment par Wallen Grade, donc le scénariste de La Horde Sauvage et de Sorcerer. Oui. Donc on n'est pas au travers d'un manche. Et en fait, Mario Kassar, le patron de Carolco. Carolco, souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé sur l'émission sur Terminator 2, donc le producteur grandiloquent de Carolco qui finalement à un moment donné s'est brûlé les ailes. On va revenir à la fin de l'émission, à la fin de cette partie-là. Donc ainsi qu'à l'appui donc de sa star de Total Recall, donc Schwarzenegger, va proposer donc à Verhoeven le projet Crusade. C'est un film qui a pour thème les croisades, donc au XIe siècle, et revient sur la première croisade. Pourquoi Verhoeven ? Tout simplement, le tournage de Total Recall se passe extrêmement bien. Schwarzy est d'ailleurs absolument ravi de travailler avec Verhoeven parce qu'en fait, c'est un réalisateur qui arrive à pousser ses acteurs là où il veut et là où ça marche. Et donc, ça, c'est une très grande force de Schwarzenegger, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours eu une très bonne vision en fait, des choses et notamment de comment travailler avec une bonne personne et surtout, en fait, continuer à collaborer avec. Et c'est vrai qu'en fait... Schwarzy et donc Kassar ont vu également un autre film qui s'appelle La chair et le sang. La chair et le sang, c'est un film de Verhoeven, donc c'est une production européenne avec notamment Rutger Hauer et Jennifer Jason Leigh qui revenaient en fait sur cette période moyenâgeuse, et on est très loin de l'univers un peu fantaisiste moyenâgeux qu'on avait l'habitude de voir notamment dans les années 60-70. Là on avait quelque chose de très cru, très violent, très Verhoeven en fait. Très Verhoeven. Oui. Voilà. Donc le scénario écrit donc par Wallen Green est plus que prometteur. Donc c'est l'histoire de Hagen, donc un combattant renégat attendant son exécution. Son destin bascule lors d'une visite du pape Urbain II, où en fait il accomplit devant lui un miracle. Il est alors libéré et il est envoyé donc à la première croisade. Direction Jérusalem, où il est capturé par des soldats musulmans, et après avoir passé quelques temps à Jérusalem, donc Hagen, trouvant les soldats modérés et raisonnables, va faire équipe avec ses ravisseurs et va entrer en guerre contre les chrétiens. Tout un programme. Ouais, c'est tout un programme. Alors, vous voyez déjà à peu près où ça va en venir, Paul Verhoeven et compagnie. Donc Verhoeven était... Oups, là, c'est l'eau, c'est ma faute. Donc Verhoeven donc, était à l'apogée de leur puissance à cette époque. Et donc le projet notamment a grandi et entre-temps Verhoeven en fait est sorti 2 films cultes de chez Carolco, notamment donc Total Recall et Basic Instinct. Et c'est vrai que pour revenir sur l'histoire, le projet devait donc sortir à peu près en 94. Donc on a un casting pour notamment soutenir Schwarzenegger. On avait donc notamment pressenti Robert Duvall, Gary Sinise, Jennifer Connelly notamment qui devait jouer une princesse arabe, et aussi John Turturro donc qui devait être un chef de guerre musulman. Et rappelez-vous, je vous ai parlé du pape Urbain II. Oui. Urbain II donc devait être campé par Charlton Heston. Oh merde. Donc vous voyez à peu près où ça va revenir, parce que Charlton Heston dans les années 80 était déjà aussi un gros représentant, non pas de ce gros projet, très américain, très conservateur. C'était aussi le porte-parole de la NRA. Donc vous voyez à peu près où ça veut en venir. On a donc un film en totale cohésion avec donc le pédigré du cinéaste, notamment la vénalité et la corruption. Merci. La vénalité et la corruption de la papauté. On retrouvait notamment la création des faux miracles, le point de vue des deux forces, donc les forces chrétiennes et arabes, mais aussi et surtout forcément des aspects très antisémites de cette époque-là. Pourquoi ? Car on parle, et c'était une des forces d'ailleurs du scénario, notamment mené par
par le scénariste donc Wallen Green, ça parlait aussi notamment de la croisade germanique. Donc, pour revenir un petit peu sur la petite histoire, donc la croisade germanique, donc à partir des États germaniques vers le sud, en fait, donc les croisés donc sont généralement responsables de pogroms et de massacres de peuples juifs vers Ratisbonne, Prague et avant d'être stoppés en Hongrie. C'est donc forcément un projet sous les mains de Verhoeven, c'est un cocktail hautement explosif et polémique. Donc on a un croisement de ce qui a déjà été fait notamment avec la chair et le sang. Et les croisades, telles que l'imaginait notamment en première base Ridley Scott pour son Kingdom of Heaven. Bon, c'est une chose qu'il n'a pas réussi totalement à montrer à l'image. Alors c'est vrai que donc il souhaitait donc montrer la brutalité des combats, la maladie, la pauvreté qui emportait bien plus souvent les hommes que forcément la mort naturelle. Alors que s'est-il passé? Il semble, bien évidemment, rappelez-vous, je vous ai parlé de Carolco. Carolco Pictures, donc malgré les succès immenses, notamment avec Terminator 2 et Basic Instinct, a largement surestimé ses capacités financières. Et notamment, comme disait le producteur Gary Goldman, Paul ne ment pas vraiment à propos du budget. Ce qui est une erreur, c'est qu'il est tout bonnement impossible de faire de tels films sans mentir. Pourquoi il dit cela? Alors, donc, le projet en pré-production commençait à atteindre déjà les 100 millions d'euros. Les 100 millions de dollars. On arrivait plus ou moins à même du 120 millions de dollars. Carolco cherche forcément de l'aide financière pour boucher un budget donc immense. Il demande, d'ailleurs c'est le budget qui devait être le plus cher de l'histoire d'Hollywood à ce moment-là. Donc Terminator 2 à cette époque-là coûtait déjà extrêmement cher, mais il coûtait 80 millions. Donc oui, ça coince. Voilà, ça commence à coincer. Il demande donc une seule chose à Verhoeven, c'est ne jamais dépasser le budget. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Vous l'imaginez très très bien. Dire à Verhoeven de se calmer, eh bien, c'est quelque chose qui va forcément mal se passer. En tout cas, c'est ce que va dire Schwarzenegger dans notamment une interview accordée à Empire. Schwarzenegger a rappelé que le réalisateur de Total Recall avait torpillé la production lors d'une réunion censée être une formalité et quasiment finale. Tout était prêt, mais Paul a commencé à devenir fou, a déclaré Schwarzenegger. Nous avons eu la dernière réunion avec le studio, nous étions tous assis à la table du budget du conseil d'administration. Les dirigeants ont demandé à Verhoeven de garantir qu'il ne dépasserait pas le budget de 100 millions. Cela peut sembler une demande raisonnable, mais pour Verhoeven, c'était une insulte. Verhoeven est devenu complètement fou. Donc, Verhoeven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a claqué la porte. Voilà. Alors, Carolco, donc, forcément... voyez le problème se barrer, et selon Schwarzenegger en fait donc lui ne voulait pas forcément que le projet ne s'arrête. Schwarzenegger va carrément racheter le scénario à Carolco, car Carolco va faire une erreur monumentale. Ils avaient donc le choix de faire soit Crusade, soit l'île aux pirates. Pour même continuer à développer Crusade, ils vont vendre une certaine licence qui s'appelle Spider-Man. Et donc, car ils voulaient développer également Spider-Man à cette époque-là. Et donc, ils vont plutôt développer donc l'île aux pirates. L'île aux pirates va être le cercueil de Carolco, car c'est un film qui va coûter à peu près une centaine de millions à peu près, et malheureusement va rapporter qu'à peine 10 millions. Donc Carolco met la porte sous la table, la clé sous la porte, pardon, la porte sous la table. Mais il met tout sous la table, il met la table sur la roue. Et donc ça va provoquer forcément la fin de Carolco. Alors, pour faire une petite pause BO, donc on va écouter un petit morceau issu du film La chair et le sang de Basil Paul Doris. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film La chair et le sang, un film que je vous conseille absolument de voir si vous ne le connaissez pas. Ah oui, tout à fait. Ça montre déjà la ferveur de Verhoeven, la finalité, on va dire, la violence. L'envie de revenir sur des choses problématiques de manière frontale. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça montrait aussi à quel point Crusade aurait pu devenir peut-être l'un des films les plus polémiques quand même, je pense, dans les années 90. Ah oui, tout à fait. Car on est sur un réalisateur qui forcément, en termes de consenti, il n'est pas là. Et surtout en termes de thématique, on le sait très bien, notamment si on repense à Robocop, ça forcément, il y a toujours quelque chose de très porté sur la religion, et étant donné la verve que peut donner Verhoeven envers la religion, et encore même avec son dernier film Benedetta, je pense qu'il est encore là-dessus. D'ailleurs il voulait faire son film sur Jésus-Christ. Je sais pas si un jour ça se fera, on en parlera peut-être sur les projets inaboutis, mais le gaillard est toujours là, quoi. C'est bien. Alors, on va donc sans transition parler encore d'un film un peu de l'époque médiévale aussi. On va rester un peu dans le Moyen-Âge, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et Catherine Bigelow, donc l'immense Catherine Bigelow,
avait aussi la possibilité de tourner peut-être un film en France sur une des figures historiques Exactement. De l'histoire de France. Son projet sur Jeanne d'Arc, intitulé The Company of Angels, et donc un film sur lequel elle est attachée à partir de 1992. À ce moment-là, Catherine Bigelow a déjà sorti quand même une paire de films qui valent leur pesant de cacahuètes. Oui, moi je pense surtout aussi donc son premier The Loveless, on a Near Dark, Blue Steel et Point Break en 91. J'ai sorti Point Break parce que c'était le film le film culte et surtout le film qui a énormément marché à cette époque. Bien sûr, qu'il l'a vraiment mise en avant. Oui. Mais c'est intéressant de voir que Catherine Bigelow a déjà, de toute façon, dans son cinéma, une particularité de vraiment se tourner vers la violence, et pas seulement la violence, mais surtout la violence des hommes. Et, donc dans The Loveless, c'est un gang de bikers, et donc on a Marine Canter qui finit par tuer son père abusif. Dans Blue Steel, on a Jamie Lee Curtis, qui est une héroïne devenue policière après avoir vu sa mère mourir sous les coups de son mari. Exactement. Et elle-même devient victime de la misogynie ambiante du corps de police. Donc on a vraiment Catherine Bigelow qui est une femme dans un monde masculin. Elle le met à l'écran, mais elle le vit aussi perpétuellement parce qu'elle doit toujours se défendre de... c'est quand elle disait, quand je suis arrivé à Hollywood, je recevais que des comédies pour adolescents parce que je suis une femme, donc apparemment je ne sais faire que ça. Et elle a toujours dû se défendre de mais pourquoi tu fais des films de mecs, quoi, le truc débile et bas du front qu'on peut connaître. Et c'est notamment un certain James Cameron avec qui elle a été en concubinage, qui l'a aussi un petit peu soutenu dans cette vision-là de dans ses débuts, il l'a soutenu, bien sûr. Notamment, il a été aussi co-scénariste de son film qu'elle va faire en fait en 95, Strange Days. Ouais, Strange Days, qui est plutôt cool d'ailleurs. Mais de toute façon, Catherine Bigelow, je conseille, notamment dans ces derniers, il y a Détroit, qui était une bonne baffe à l'époque. Et donc on est au début des années 90, Catherine Bigelow a un peu le vent en poupe, c'est bien, elle a sorti Point Break, elle montre à tout le monde qu'elle peut faire de l'action, elle peut faire le taf, quoi. Et donc elle travaille avec son co-scénariste Jay Cox, que l'on connaît pour notamment plus tard même, donc on a Le Temps de l'Innocence, Gangs of New York et Silence de Martin Scorsese. Et il faut savoir que donc ils vont travailler sur Jeanne d'Arc et ça passionne vraiment Catherine Bigelow à tel point qu'ils vont aller à Orléans faire des recherches. Ils passent pas mal d'années à vraiment faire du travail de fond sur le projet. À savoir que c'est pas la première adaptation de Jeanne d'Arc au cinéma. On a déjà eu Georges Méliès, on a déjà eu Karl Dreyer avec La Passion de Jeanne d'Arc, Ingrid Bergman, on a Otto Preminger. C'est un des personnages qui a été énormément utilisé au cinéma, un peu moins comme l'a été Napoléon, mais aussi toujours présent. Mais qui a toujours été un peu présent, Et donc, dans les années 90, le problème, c'est qu'on a 3 films en préparation sur Jeanne d'Arc. Il y a vraiment un délire où tout le monde se met dessus, quoi. Donc, on a Catherine Bigelow qui va travailler pour la Fox. De l'autre côté, pour la Warner, on a, tiens donc, Joel Silver, dont on parlait un peu avant, toujours là, qui lui voulait faire un peu un film full action. Donc, faut imaginer un peu un espèce de Bruce Willis féminin avec glaive à la main pour aller foncer sur les Britons. Je vois très bien ce que ça peut donner. Ça aurait pu être fun. Et on avait Brian Gibson pour Disney pour présenter une Jeanne d'Arc, mais plutôt le côté jeune fille. Un Disney, quoi. Donc, encore une fois, Catherine Bigelow est toujours assaillie par les journalistes elle fait un film d'homme alors que c'est une femme. Enfin voilà, bref, une connerie. Les 2 autres projets, au final, capotent. Ce qui laisse un peu de place pour Catherine Bigelow pour vraiment concrétiser un peu son travail. Et donc, dans l'avancement, on a quelques têtes pressenties pour jouer le rôle. On a notamment Sinéad O'Connor, Drew Barrymore ou Claire Danes. Et au final, c'est Claire Danes qui retiendra l'attention de Catherine Bigelow. Entre les 3, l'actrice finalement qui a eu une meilleure carrière par la suite. Qui a eu une meilleure carrière et surtout, elle sortait de Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Et donc forcément, elle avait un peu le vent en poupe. Mais même, de toute façon, ça reste une très bonne actrice. Et on se disait, pourquoi pas, quoi. Donc elle y va à fond, elle défend le projet. La prod n'est pas du même avis. Et dans la prod, on a notamment un certain Luc Besson qui veut imposer à la prod de mettre en actrice lead Mila Jovovich qui vient de l'épouser à la suite du 5e élément. Voilà, donc Besson et Bigelow n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord. On est vraiment sur le choc des titans. Et au final, la prod sortir parce qu'il n'y a pas accord. Et vu que dans la prod, il y a Besson, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de financement. Et donc Bigelow est obligé en fait d'arrêter le projet. Elle a aucun soutien. Et donc après 10 ans de travail préliminaire, la meuf baisse les bras. Au passage,
ce bon vieux briscard de Besson rattrape la bouteille, il fait mais attends, moi je peux diriger le truc. Voilà. Et donc il va réaliser The Messenger, donc son Jeanne d'Arc avec Mila Jovovich, et il va se justifier en disant il fallait un Français pour faire un film français, hein. Ce qui est une connerie incommensurable parce que le film a été tourné en plus en anglais sur des décors en République tchèque. Voilà. Donc bon, bref, et surtout faut voir la gueule du film qui en est sorti, c'est un navet pas possible. Mais au final, il y a quand même Catherine Bigelow a quand même intenté un procès à Luc Besson parce qu'il a dit et au fait gros, tu t'es un peu abrogé 10 ans de mon travail pour faire ta daube. Il faut quelque chose. Et le procès s'est terminé. On a un settlement de $3 millions pour Catherine Bigelow. Voilà. Donc c'est bien. Elle lui a soutiré 3 millions. More power to her. Et voilà, c'est très bien. Et oui, c'est une petite morale envers l'histoire de ce bon vieux Besson qui est toujours Besson, quoi. C'est une histoire vieille comme le cinéma, d'avoir des producteurs qui vont réinventer des choses pour juste mettre leur petite vision nulle. Après c'est bien parce que voilà, on a parlé finalement de 2 films Development Hell donc en première partie, donc avec notamment donc le Crusade et aussi finalement la transformation de Train qui est devenu 8 minutes de la mutante. Et en fait voilà, ça montre aussi à quel point le cinéma est aussi de cette manière-là. C'est un espèce de jeu de chaise musicale, mais c'est aussi forcément un jeu politique derrière pour certains, pour prendre la place de l'autre. Et Besson, c'est pas la première fois ni la dernière fois qu'il va utiliser ce genre de technique, disons-le très clairement. Quand on voit aussi encore la polémique, il n'y a pas eu si longtemps que ça, avec notamment le film Arthur et les Minimoys, mais en mode film d'horreur, qui a été notamment développé par ses élèves, et finalement il s'est plus ou moins réapproprié le bordel. Il y a aussi les procès, il n'y a pas si longtemps que ça, avec EuropaCorp, qui notamment a perdu son procès donc contre John Carpenter avec le plagiat de New York 97. Avec Lockout, je crois que le film s'appelait comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est presque une arlésienne malheureusement. Mais de toute façon, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Et surtout, c'est bien de revenir sur ces histoires pour comprendre que le cinéma est un art collaboratif déjà, mais surtout qui se fait vraiment dans le temps. C'est pas juste tiens, j'ai une idée, vas-y, on le filme et puis on y va, quoi. Un projet, ça prend du temps forcément. Tu fais ça quand tu t'appelles à peu près Kevin Smith à tes débuts et tu vends ta bagnole pour t'acheter une caméra et autofinancer ton projet. Mais quand t'es vraiment à des échelles de millions de dollars de budget, c'est des trucs, ça peut prendre 10 années de recherche. Et encore, pour faire une aparté, maintenant, je pense que même un nouveau Kevin Smith ne pourrait même plus faire ça maintenant. Ah non, c'est très difficile. C'est compliqué, c'est quasiment fini. Le marché de la vidéo est quasiment, on peut le dire, entre parenthèses mort. Ou alors il faut passer par les plateformes, et les plateformes maintenant aussi sont beaucoup plus pointilleuses qu'avant en termes de production. Oui, donc attention. Voilà. Alors donc là j'ai un peu terminé par du gros en fait, je pense, car je vais parler en fait d'un projet, peut-être l'œuvre d'une vie qui ne s'est jamais faite. Le 40 années de projet inabouti, c'est le projet, je pense, le plus regrettable que n'a jamais fait donc David Lynch. C'est son film qui s'appelle Ronnie Rocket. Alors Ronnie Rocket, en fait, c'est déjà forcément un film atypique qui a finalement donc pris vie notamment ailleurs que les écrans de cinéma, notamment par le biais de ses œuvres artistiques que fait Lynch. Mais forcément, c'est ce que l'on peut parler de film en gros guillemets invendable. Alors, il faut le savoir, c'est que forcément Ronnie Rocket a eu plusieurs élaborations de scénarios à travers le temps, à travers les âges. Donc je vais essayer à peu près de résumer l'histoire de ce que peut être Ronnie Rocket. Donc en fait, c'est l'histoire d'un détective qui va donc chercher un vortex pour s'échapper d'une ville dont on ne peut pas sortir. Et dans son enquête, en fait, il va croiser le chemin de Ronald Darté, un homme ayant un physique atypique, à peine humaine, par le biais en fait que des chirurgiens en fait voulant lui offrir un corps parfait, va le transformer en ce que l'on appelle donc Ronnie Rocket, une créature aux cheveux rouges, condamnée à se brancher toutes les 15 minutes à l'électricité pour recharger la machine implantée dans sa poitrine. Et grâce à cette difformité, en fait, donc, le jeune Ronnie va donc se découvrir de formidables capacités musicales et devient donc chanteur d'un groupe de rock. Problème. Le problème, c'est que ces recharges en fait, vont atténuer ses capacités mentales et physiques à mesure qu'il tire sur l'électricité. Et donc, c'est aussi une ressource qu'un gangster tente d'utiliser pour le transformer en arme. Eh ben, tout un programme. Voilà. Ouais. J'ai essayé de résumer à peu près ce que c'est le projet de David Lynch. Et en fait, voilà, donc, comme je le disais, donc, il y a eu deux versions du script donc, qui a été remanié par ce réalisateur. Et c'est vraiment forcément
un film à l'histoire atypique. C'est difficile de résumer donc en quelques lignes. Mais après, bon, c'est vrai que non que les films de David Lynch soient habituellement simples, bien au contraire, mais ils peuvent quand même le plus souvent être convertis en pitch avec une efficacité quand même redoutable. C'est quand même un outil essentiel pour un auteur à Hollywood, donc pour séduire des agents et des producteurs. Si par exemple, on peut le voir en 84, un film sur un jeune homme qui, après avoir trouvé une oreille humaine, se retrouve confronté à une bande de criminels psychopathes ayant kidnappé l'enfant d'une chanteuse de boîte de nuit, on peut quand même le résumer. En 88, les aventures de Sailor et Lola, deux jeunes amants qui s'enfuient sur les routes américaines avec à leur trousse les tueurs psychopathes engagés par la mère de Lula pour tuer Sailor. Ou même encore en 2001, on peut encore quand même résumer Mulholland Drive, une aspirante et naïve actrice blonde à Hollywood, et donc sa sensuelle et mystérieuse histoire d'amour avec une belle et brune amnésique. Donc c'est d'une certaine manière la force et la radicalité du cinéma de David Lynch, surfer sur des pitchs à la fois fascinants, forcément mystérieux et quand même d'une certaine manière efficace. Alors, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, Ronnie Rocket est un film invendable. Personne ne veut cette histoire d'électricité d'un type de 90 cm avec des cheveux rouges coiffés en pompadour, comme le décrivait Lynch au studio. Son ambiance est forcément très influencée sur les années 50. On est dans un style de film noir avec une capacité un peu industrielle, très kafkaïen, un homme qui ne peut pas sortir d'une ville, et son goût forcément pour les difformités, les cauchemars, et forcément d'une certaine manière le romantisme morbide qu'il va réussir déjà à mettre en place avec ses premiers films comme Eraserhead et notamment Elephant Man. Donc Ronnie Rocket, finalement, c'est un projet qu'il voulait déjà faire depuis très très longtemps, mais comme je l'ai dit, c'est 40 ans de frustration qui va arriver, car en fait, à la fin des années 70 et au début des années 80, donc l'heure n'est plus à la fête pour les auteurs comme Lynch, il faut le rappeler, on a la fin du nouvel Hollywood. Donc on a les échecs cuisants de La Porte du Paradis de Michael Cimino, Le Convoi de la Peur Sorcerer de William Friedkin, et encore New York de Martin Scorsese, et même Black Hawk de Brian De Palma en fait va conduire en fait les producteurs à devenir beaucoup plus prudents sur des œuvres, sur les productions de filmiques, et vont se pencher beaucoup plus sur des productions que vont amener notamment Steven Spielberg ou encore George Lucas avec des Star Wars, des Dents de la Mer ou encore des E.T. Donc forcément, ça va aussi ralentir, on va dire, les capacités artistiques de pas mal d'auteurs de cette époque-là. Et au même moment, en fait, Lynch, quand il veut réaliser son Ronnie Rocket, il vient de sortir Eraserhead, la première fois donc. Je parle de... Parce que je vais revenir plusieurs fois sur quand il veut réaliser Ronnie Rocket. Hein. Donc la première fois, il veut le faire juste après Eraserhead. Donc on est sur son film à peu près le plus surréaliste, on va dire, très sombre. C'est un film qui va devenir culte, notamment avec ce que l'on appelle les Midnight Movies, donc les productions de minuit, les projections de minuit, donc, notamment qui étaient très reconnues à New York. Donc on avait des films comme Eraserhead, on avait les premiers aussi John Waters. On retrouvait notamment aussi certains réalisateurs qui commençaient à aussi un peu à collaborer avec Corman à cette époque-là. Et c'est vrai qu'en fait, on est vraiment dans une période où l'expérimental va arriver. Donc notamment Jodorowsky, pareil, avec Les Montagnes hallucinées, il va arriver directement dans ses productions donc de minuit. Et c'est vrai que donc il va quand même avoir, il y a une certaine particularité avec Lynch, contrairement à d'autres. Il va avoir l'admiration en fait de pas mal de grands pontes du cinéma de cette époque. On dit que Kubrick notamment montrait le film à son épique pour les mettre dans l'ambiance quand il cherchait, on va dire, un certain ton pour son Shining. Donc c'est vrai qu'il a quand même par ses pairs, mais le problème c'est que forcément ces pairs-là ne sont pas producteurs. Et donc à la suite de Eraserhead, on va lui proposer pas mal de produits très calibrés, notamment un certain Retour du Jedi, donc qui va refuser après un étrange rendez-vous avec George Lucas, disons-le comme ça. Elephant Man qui finira finalement par faire avec Mel Brooks, et au final il va refuser le Retour du Jedi pour faire Dune. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'après il va faire donc Dune avec notamment ce bon vieux Dino De Laurentiis. Et il faut parler un petit peu de Dino De Laurentiis, car cet homme-là va à un moment donné vouloir le produire. Mais entre-temps, savez-vous que le cinéma d'auteur du Nouvel Hollywood n'est forcément pas mort, avec notamment un certain Francis Ford Coppola, qui forcément, avec son aura qu'il a ramené avec Le Parrain, Apocalypse Now, il va hésiter forcément
ne pas hésiter à produire ses idoles comme notamment Jean-Luc Godard avec notamment Sauf qui peut, notamment Kurosawa avec Kagemusha, et il va proposer quand même de jeunes metteurs en scène, notamment Philippe Roscoe avec The Grey Fox, donc de proposer de développer quand même certains projets pour des jeunes cinéastes, et c'est le premier finalement aussi à dire potentiellement oui à David Lynch avec Ronnie Rocket. Et là, donc, je vais prendre une interview issue de la biographie du réalisateur Beautiful Dark, racontée par Greg Olson. Donc, quand Lynch est arrivé chez Coppola dans sa maison de la Napa Valley pour parler de Ronnie Rocket, il a rencontré une vraie rockstar, le charismatique Sting, ex-chanteur du groupe Police et acteur en devenir. Lynch a patiemment attendu que Coppola lise Ronnie 3 fois, mais a rechigné à faire à son potentiel producteur une lecture supplémentaire. Il a allongé les yeux fermés sur un canapé et lui a dit finalement: écoute Coco, ton projet il est un peu bancal, il faut quand même le refaire. Donc c'est en attente, disons-le comme ça. Entre-temps, 1982, échec colossal de coup de cœur de l'Azotrope. Du coup, Coppola retourne encore une fois au bord de la faillite, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, je ne vais pas revenir là-dessus de long. Ça lui arrive, ouais. Voilà, et donc va réduire à néant en fait l'espoir de voir Ronnie Rocket produit par l'Azotrope à ce moment-là. Alors, selon Lynch en 86, Ronnie Rocket aurait été une comédie. Je ne suis pas sûr que je puisse le faire maintenant, je l'ai réécrit et je l'adore. C'est un gros, long et très absurde script, une absurde et abstraite comédie, mais je suis désolé de dire que la flamme s'est éteinte, ça me prendrait longtemps de le faire, personnellement je l'adore, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse quelqu'un. Voilà ce qu'il dit en 86. Or, donc, Dune. Ah bah, il y a Dune, bah oui. Dino De Laurentiis. Bah oui. Donc, fin des années 80, Lynch, tout auréolé de son succès de Blue Velvet, va donc faire son Dune avec Dino, car c'est un projet en fait qui est très intéressant parce que, pour la petite histoire, Dino De Laurentiis va lui proposer donc de faire Dune. Lynch va lui demander une seule chose en fait, c'est de signer un accord avec 3 films. Et donc de pouvoir à peu près faire des projets. Et en fait, sortir Blue Velvet lui permet en fait de montrer un peu son potentiel au réalisateur italien, parce qu'en fait finalement il l'a fait donc avant. Et donc ça permet en fait de faire donc son Ronnie Rocket, pardon. Parce que ouais, donc Dino De Laurentiis, donc comme je l'ai dit, donc c'est un producteur qui est assez friqué. Il a quand même pas mal d'influence dans le cinéma occidental, surtout en Europe, il faut quand même le signaler. Et donc il voulait aussi forcément avoir Lynch, en fait ça c'est la petite anecdote, il voulait avoir Lynch parce qu'en fait sa fille avait vu Elephant Man était tellement subjugué par ce film qu'en fait elle a poussé pour que Dino De Laurentiis, son père, produise notamment un film de Lynch. Alors donc va se faire donc son Dune en 84. Ce film donc va quand même marcher, même si forcément le film n'a pas la patte de ce réalisateur, je trouve, d'une certaine manière. C'est surtout que de toute façon Lynch va se faire saborder un peu le projet. Il va vouloir le final cut, mais les producteurs lui diront non, parce qu'ils vont lui dire gros, ton film de 5 heures c'est pas possible, et même la manière dont tu tournes le truc, on va pas pouvoir, ça va pas le faire. Donc à la fin, même sur certaines sorties, ce n'est pas David Lynch qui réalise, mais Alan Smithy. Voilà. Alors donc il a quand même cet accord signé avec Dino De Laurentiis. Il a au moins le Laurentiis dans la poche pour pouvoir financer des projets futurs. Donc il va lancer Blue Velvet. Il va garder potentiellement pour le 3e contrat son Ronnie Rocket. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit avec Francis Ford Coppola. Parce que voilà, en fait, donc il va retrouver l'espoir, donc il va signer un accord de 3 films, il va commencer un peu à débuter la préparation du tournage. Il va notamment trouver un certain acteur qui s'appelle Michael G. Anderson. C'est donc la personne l'homme qui vient d'ailleurs dans Twin Peaks, donc c'est la personne de petite taille donc qui devait jouer donc Ronnie Rocket. Il va trouver notamment les décors à Hoboken dans le New Jersey. Et que va-t-il se passer donc? 87 sort $1 Million Mystery, avec une énorme campagne marketing pour saupoudrer le tout, va ruiner totalement la compagnie de Dino De Laurentiis, va condamner Lynch à nouveau donc à abandonner son projet Ronnie Rocket. Et le problème, c'est que il a signé un contrat. Et oui. Et donc Dino De Laurentiis possède les droits.
Voilà. Donc c'est sans compter sur les ressources du réalisateur qui tient à son projet plus qu'aucun autre. Et en fait, notamment avec les phénomènes qu'il va développer dans les années 90, souvenez-vous, il va faire notamment une série qui s'appelle Twin Peaks. Donc il va signer un contrat de 3 films avec CB 2000, la jeune société de production du groupe Bouygues. Et c'est en 90, il explique donc notamment à David Bressin que Ronnie Rocket est très très loin d'être mort, j'ai envie de le faire. Et il le dit donc, je cite, ça va être un petit peu long. Il est difficile de dire que si ce sera mon prochain projet, mais il n'est définitivement pas mort. J'en ai tellement parlé au cours des années, des scénarios circulent même, j'attends la prochaine étape pour le faire s'il y a une prochaine étape. Un film comme Ronnie Rocket est effrayant, car ce n'est pas un film commercial, c'est un film que j'aimerais faire, mais je ne sais pas si beaucoup de gens l'aimeront, c'est très abstrait. D'un point de vue narratif, c'est très linéaire, mais c'est absurde, et ce n'est pas un film normal. Je veux prendre mon temps pour rentrer dans ce monde, vivre avec, et cela coûte forcément très cher. Je ne veux pas d'un tournage normal de 11 semaines sur Ronnie Rocket. Je voudrais une petite équipe, construire des décors, vivre dedans quelques temps et laisser la patine du temps faire son effet. Donc vous voyez à peu près déjà où ça veut en venir. Surtout que c'est David Lynch qui dit que c'est un film normal, donc c'est... Voilà. Donc mais les trois films donc avec CB 2000, il va notamment faire donc, on va le pousser aussi, il faut le dire, à faire Twin Peaks Firewalk With Me. Oui. Le problème, c'est que Firewalk With Me est un échec si cuisant que l'enthousiasme sur Ronnie Rocket s'évapore, et donc il va tourner à la place Lost Highway en 97 et Une histoire vraie en 99. Dans sa biographie donc publiée en 2008, Greg Olson en fait va indiquer notamment par le biais de sa fille donc Jennifer Lynch, qui a d'ailleurs est devenue réalisatrice par la suite, va avouer que son père en fait avait une lueur dans les yeux et pensait encore à faire le film, et le réalisateur en fait va carrément parler avec donc son biographe pour lui dire tu ne devrais pas trop écrire là-dessus. Parce que en fait, il va expliquer aussi une chose. Pour lui, il y a aussi un élément cuisant qui va provoquer la mort de Ronnie Rocket, c'est les décors. Ah oui. Alors, il disait donc, en fait, les graffitis ont tué la possibilité de revenir en arrière. Pourquoi ? Donc, il voulait un décor façon années 50, un côté très Hoboken, New Jersey, donc style années 50, qui restait encore jusque dans les années 80. Et en fait, les contre-fenêtres bas de gamme et les graffitis avaient ruiné le monde de Ronnie Rocket. Les graffitis sont pour moi la pire chose qui soit arrivée au monde. Ils ont ruiné l'ambiance des lieux. Les graffitis ont tué la possibilité de revenir en arrière. Il en a gros sur la patate, ce bon vieux Lynch, oui. Mais il faut le savoir, donc en fait, c'est vraiment à partir de 2013, donc finalement à partir de 2013 qu'il va arrêter de penser à ce film. Entre temps il va donc sortir, donc comme je l'ai dit auparavant, sur Mulholland Drive. Il va faire un autre film qui est très expérimental, qui s'appelle Inland Empire, qui est un cas d'école qui est un gros cas d'école, qui est un peu son film finalement mal aimé, parce que peut-être que Ronnie Rocket aurait été peut-être son film le plus mal aimé de sa filmographie, mais finalement ça l'est avec Inland Empire. Et entre temps il préfère mettre aussi son statut au service de l'art contemporain, de la musique. Il va aussi apparaître dans certaines séries télé, notamment Louis, Cleveland Show, et des courts-métrages expérimentaux. Il va faire notamment Rabbits, Dumbland, et on le voit notamment à travers le temps. Il va faire des pubs, des captations de concerts, des clips, et c'est aussi une chose qu'il disait en 2012 au Los Angeles Times: je n'ai pas la grande idée. J'ai quelques fragments qui me viennent, mais la grande idée, si j'ai une idée, dont je tombe amoureux, j'irai retravailler le lendemain. C'est juste que je ne l'ai plus. Voilà. Alors, est-ce que Ronnie Rocket est-il mort pour autant ? À défaut de son corps et de son esprit, en fait, c'est quelque chose de bien vivant. Pourquoi j'ai envie de parler de ce film également ? Parce que quand on y pense, Ronnie Rocket, c'est un projet donc, de 40 ans et qui en fait a imbriqué tous les projets de Lynch à travers le temps. Et d'ailleurs, même par la suite, même dans d'autres réalisateur, j'ai envie de dire, parce que finalement quand on voit les décors univers urbain de Dark City d'une certaine manière, quand on pense aussi d'une certaine manière le Blade Runner, d'ailleurs il explique en 84 que Lynch disait que quand j'ai entendu parler de Blade Runner, je me suis dit que je devais le faire, je me suis identifié à 100%, je sais que les gens l'ont fait, qui l'ont fait, ont vu notamment Eraserhead. D'une certaine manière, il a raison là-dessus. Et c'est vrai que il a aussi tellement parlé de ses œuvres dans
de Ronnie Rocket à travers ses films, notamment l'Angleterre industrielle de Elephant Man aurait, je pense, ressemblé peut-être à la ville qu'il pensait faire pour Ronnie Rocket. La crise d'identité de Lost Highway, c'est quelque chose qu'il avait également écrit dans Ronnie Rocket. Le ton absurde de Twin Peaks, c'est quelque chose qu'il a retranscrit aussi d'une certaine manière, ce qu'il voulait faire dans son film-là. Michael J. Anderson, donc l'acteur que je disais, va donc apparaître plus tard dans Twin Peaks et Mulholland Drive. Sans oublier que finalement, Ronnie Rocket a une place importante sur l'électricité, le thème de l'électricité. C'est une chose et c'est une obsession totalement lynchienne maintenant, l'électricité. On le voit constamment dans Twin Peaks, en fait, en termes d'analyse, notamment avec cet arbre qui parle. Il y a toujours quelque chose de très intéressant dans ses thématiques, dans sa vision artistique du réalisateur. Et en fait, il va vraiment toujours quand même, je pense, d'une certaine manière, penser à ce film, même s'il ne le dit pas objectivement, il va toujours penser à ce film parce qu'il ne l'a pas fait, mais parce qu'il a quand même voulu le retranscrire dans des bribes de ses productions précédentes. Ça l'a tellement nourri qu'il s'en est auto-inspiré pour pouvoir laisser infuser dans le reste de son œuvre. C'est ça, en fait. C'est comme ça pour beaucoup de cinéastes ou d'artistes qui travaillent sur des choses au temps très long. Au final, quand tu peux pas faire un projet particulier, bon, tu ranges ton frein, mais tu dis, ouais, mais l'idée là, elle est quand même pas mal, tiens, je vais la mettre un petit peu. Mais c'est presque marrant parce qu'on peut faire vraiment un parallèle avec son projet Ronnie Rocket, avec notamment Twin Peaks, parce que finalement, il y a la promesse de Laura Palmer de revenir 25 ans plus tard. Finalement, ça s'est fait avec Twin Peaks The Return. Bon, il n'y a pas eu de date pour le Ronnie Rocket, mais ça montre en fait que la simple existence en fait de faire des projets encore très artistiques, très loin du carcan box-office, même si c'est des réalisateurs qu'on n'aime pas comme Darren Aronofsky ou même Denis Villeneuve, c'est des mecs qui vont quand même faire autre chose que l'on a l'habitude de voir dans le cinéma actuel et qui peut quand même démontrer d'une certaine manière que peut-être que Lynch, il n'a pas encore rebranché le courant, mais il est peut-être toujours pas loin derrière. Ça doit toujours être là. De toute façon, il fait la météo sur sa chaîne YouTube. Pour l'instant, il chill et pépère, mais peut-être qu'un jour, je sais pas, ça reviendra. Surtout que là, on parle d'un cinéma vraiment d'auteur. C'est pas il a trouvé un script génial et puis il va essayer de l'adapter. Non, c'est lui. Il a une idée, il a une vision et forcément, il veut que ça colle avec ce qu'il a dans la tête, quoi. Exactement. D'où la difficulté. Et pour terminer donc cette émission et sur cette partie-là, donc comme le disait donc le personnage du regretté Miguel Ferrer dans le 3e épisode de Twin Peaks The Return, l'absurde mystère des forces étranges de l'univers, c'est une réplique qui n'est autre en fait que le sous-titre de Ronnie Rocket. Donc tout simplement, on va dire presque même que la boucle est bouclée d'une certaine manière, quoi. Et c'est aussi l'une des grandes forces de ce réalisateur en fait, c'est que il a parcouru, je pense, tellement de différentes façons de travailler, artistiquement parlant, sur des thématiques aussi assez différentes et variées. Et c'est toujours un réalisateur finalement qui a sa patte. Et en fait, on est très surpris de voir certains de ses projets, en fait, même encore à l'écran. Surtout qu'il a traversé plusieurs périodes de comment le cinéma se produit aussi, même du point de vue financier, économique et culturel. Il a traversé ces époques. Il est très loin des méthodes de production habituelles et forcément, je pense que ça se ressent aussi à travers ses films. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que Ronnie Rocket ne verra jamais le jour. Merci à toi Ben d'être venu pour cette émission. On se termine donc avec un morceau forcément de Twin Peaks parce que finalement c'est un peu la jeunesse de Ronnie Rocket d'une certaine manière et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre épisode. Ciao tout le monde. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org